le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors, cette semaine, on a un raconteur de bonnes histoires musicales dans la personne de Oldelaf. Bonjour Oldelaf. Eh ben bonjour, je suis ravi d'être là. Je m'attendais à plus d'applaudissements, mais je... Stop. C'est bon. Alors, on est accompagné aussi de Marion Monin qui écrit au Love Comedy Magazine. Bonjour oui, Marion. Bonjour David. Alors juste pour les auditrices, auditeurs qui ne te connaîtraient pas, comment on pourrait te présenter? Peut-être le mot légende s'impose. Légende? Ouais, une légende peut-être. Non, je suis quelqu'un qui est à cheval entre deux mondes, le monde de la chanson et le monde de l'humour. Voilà, et sans me poser forcément la question, je fais des chansons qui sont parfois pas du tout marrantes, parfois des chansons Triste. limite triste parfois. Ouais. Et Il y a un puis jeu de mots qui va arriver dans pas longtemps. oh là 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 là, je vois très bien où tu veux en venir. Ah oui, tu chronomètres les vannes pour voiture. Attention, Un ça va arriver. technicien de l'humour. Dans 10 secondes, elle arrive. Et donc, et puis parfois des trucs complètement cons. Et j'ai été accueilli, alors que je me sens plus moi chanteur à la base. J'ai étudié la musique et tout. J'ai été quand même accueilli à bras ouverts par le monde de l'humour. J'ai vraiment beaucoup de très bons amis, plus que dans la chanson. Alors ça, on va en parler après. D'abord, on va commencer un peu avec tes actus. Alors d'abord, il y a l'album L'Aventure qui est disponible en CD et en vinyle dans tous les points de vente. Et bien sûr, la tournée dans toute la France avec l'Aventour. Il y a aussi les 10 ans de la tristitude, extrait de l'album Le Monde est beau avec un concert événement le 14 juin au Trianon de Paris. On vous invite à y aller. Et il y a aussi le spectacle qui vient de commencer, Tracker de Nazi, que tu as fait en collaboration avec Arnaud Joyer. Donc Tracker Nazi, faut préciser, c'est un spectacle humoristique. Tout à fait. Le but est de faire rire, ce qui est voilà, c'est vraiment annoncé. Et même si c'est un spectacle totalement politique, historique et passionnant, mais c'est quand même le but, c'est quand même de dire des bêtises. Ouais. Très bien. Alors, on va commencer tout de suite cette interview. Marion, vas-y. Oui, alors du coup, j'ai assisté à la dernière parisienne de La folle histoire de Michel Montana. C'était au Grand Point Virgule. Ouais. Et du coup, après plus de 500 représentations de ce spectacle, comment est-ce que tu as vécu le fait de dire au revoir à ce personnage, Michel Montana? Ça fait toujours un peu peur. En plus, j'aime bien au moins que ce soit cristallisé. J'ai été par le passé frustré. Toi, on était avec un groupe, on n'a pas fait de date en disant tiens c'est la dernière fois, on se dit au revoir quelque chose. Et ça m'a rendu très triste. C'était quel groupe? Mon groupe s'appelait Les Petits Humains à l'époque. Ah oui. Et tant et si bien que je les avais rattrapés pour organiser un dernier concert d'adieu. On s'était revus, on a répété, mais 10 ans ou 15 ans plus tard, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'était particulier. Et donc là on a pu faire cette tournée d'adieu, de dire, comme tu dis, au revoir à ce personnage. Heureusement, ce qu'ils mettent, c'est pas la fin sur scène, c'est pas la fin de l'humour, je sais pas quoi. C'est que j'entame un nouveau spectacle, donc il y a un renouveau et je vais devoir réapprendre. Ce qui est compliqué, c'est de passer de l'étape où tu déroules tout. En fait, pour moi, un nouveau spectacle, c'est comme quand tu passes du ski au surf. Pour ceux qui ont la chance d'aller au sport d'hiver, tu sais, c'est les mêmes pentes, c'est la même neige, c'est les mêmes conditions, mais il y en a un où tu te casses la gueule tout le temps, alors que tu savais parfaitement descendre et t'allais vite et tout se passait bien. Et c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que tu dis mince, c'est les mêmes réflexes, la même scène, et il faut réapprendre à parler, réapprendre à placer les vannes, respirer au moment, et il y a cette sensation qui est assez excitante mais terrifiante. Et comment ça se passe du coup là, cette nouvelle aventure pour le nouveau spectacle? Eh bien, ce qui est un peu frustrant, c'est que on ne peut pas exactement bénéficier de tout le temps qu'on voudrait pour répéter. Il a fallu caser ça de manière très intense et on l'a fait. C'est un spectacle qui est assez riche parce qu'il mélange plusieurs choses. T'as du théâtre, t'as de la musique, t'as un peu le côté on va dire conférence, et puis t'as quelques petites cascades, des petits trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de choses à régler et c'est exigeant. Donc voilà, ça c'est particulier et qu'on n'a pas de temps. Moi je suis en tournée, tu l'as dit, avec plein de spectacles en même temps. On est c'est un peu chahuté comme période, donc c'est ça, on peut pas se dire tiens voilà, on s'enferme pendant 3 mois et on sort, on accouche au moment où tout est prêt. Non, c'est là on le fait un peu dans le speed, mais
on a la chance d'avoir quand même une expérience, donc Oui. on sait ce qu'on vient chercher, on est hyper intransigeant sur la qualité, sur le rire. Donc on coupe, on est prêt à aller droit au but, on sait où on va. Donc c'est déjà ça. Et tu l'as joué une première fois, là, Voilà. ce nouveau spectacle? On a fait la création. Ce qui s'est bien passé, quand le producteur te dit la première heure est super, quand tu fais ta toute première, tu te dis ouais, c'est un compliment qui vaut cher. Quand il te dit Surtout si c'est un producteur. c'est un producteur qui sait qu'il va devoir vendre le truc, il a dit la première elle est ouf, tu vois, donc tu te dis que c'est la première, on n'a pas encore les trucs parfaitement en main, que sur un spectacle tu dis ouais, on tient le bon bout, voilà, il va falloir se travailler, on sait déjà les axes sur lesquels on veut aller, mais La première, c'était au Trianon, c'est ça? non, pas du tout. La première, c'était à Moret-sur-Loing, Maurice dans un petit cabaret qui s'appelle le Tali Théâtre. Dans le 77. Exactement, à côté de Fontainebleau, par Ouais. là. Et on a fait vraiment une semaine de résidence là-bas. On a... Comment tu l'as choisi l'endroit? L'endroit, c'est Pour la eux forêt qui l'ont- était à côté. Alors, si seulement on pouvait profiter, je peux te dire que t'arrives et on a fait que bosser. On était vraiment hyper studieux, et puis en résidence, tu t'es à la fois sur du texte de répétition, mais aussi des réglages techniques. Tiens, faut mettre cette lumière à cet endroit-là. Il y a un projecteur, tu vois, il y a l'écran. Comment on va passer enfin, tu vois, c'est un mélange de mise en scène, de mise en situation. Ah, il y a de l'image, c'est-à-dire que Ouais. D'accord. C'est une petite conférence où on apprend par exemple, à reconnaître des nazis dans la. Est-ce qu'il y a pas des signes communs à tous les C'est un nazis? peu casse-gueule. Ben en fait pas tant que ça, parce que en fait le principe, tu vois, on se sent du bon côté, tu vois, on cherche à débusquer les nazis, Où t'arrives les à nazis situer l'humour, en fait, là-dedans? dans la situation. Ouais. Pour moi, j'adore l'humour de situation. C'est quelqu'un qui dit un truc qui paraît anodin, mais à ce moment-là, ça paraît, c'est hyper marrant parce que D'accord. c'est complètement décalé, c'est complètement malaisant. On aime en plus avec Arnaud, avec qui je fais spectacle, Arnaud Joyet. On aime les situations de malaise, le mec qui ne se rend pas compte qu'il est à côté de la plaque. Et là, donc, il y a une traque des nazis. Les mecs entament une traque vraiment pour savoir ce que c'est qu'un nazi, où est-ce qu'on peut en trouver, font une enquête, sauf qu'ils sont complètement cons. Et C'est comme les Dupont et Dupont qui font. c'est du con et du con, Ouais. c'est encore pire, quoi, si tu veux. Ouais. C'est vraiment, les mecs sont débiles mentaux. Et en plus, ils mettent une hiérarchie dans leur débilité. Moi, je pense être plus intelligent que lui, donc je lui donne D'accord. des cours, sauf qu'en fait, il y a toute la base est foireuse, si tu veux. Donc, les mecs cherchent des nazis, ne les reconnaissent jamais, mais ils vont quand même donner des leçons de phrénologie, qui est l'étude des Ah, la phonologie, caractères. carrément, c'est Ouais, ouais. l'étude des têtes et des Exactement, des caractères en fonction Ouais. de ton visage, et On- voilà. on Donc, verra Et comment alors, il on peut- est, et d'accord. maintenant, donc, tu peux reconnaître quelqu'un en fonction, enfin, tu peux Ah bah, définir quelqu'un. après, évidemment que non. Après le spectacle, tu peux vaguement dire que ça c'est un fruit de mer, et Mais- ça, ouais. et ça c'est un fruit Mais tout même court. toi, avec Ça- en faisant des recherches et tout, t'as pas. On voulait surtout pas aller dans le vrai truc. En gros, c'est les vieilles théories d'avant, un peu Nous, ce qui nous dingo, intéresse, c'est de surfer. ouais, C'est et un peu de c'est- l'eugénisme en fait. Et c'est ça. non, mais surtout, en fait, on voulait surtout nous aller dans le spectacle sur tout ce qu'on pense savoir sur la légende urbaine des nazis, le côté méchant. C'est devenu Hitler est devenu la superstar du mal, si tu veux, pour le côté occidental. Et alors qu'il a fait une carrière, mais il est même pas le pire criminel de l'histoire. Il y en a qui sont malheureusement dans l'horreur encore plus haut placé. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est ce côté, voilà, on veut être des héros. On veut, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller choper ça? Et les mecs le font absolument mal. Donc le seul but, on veut rien apprendre aux gens, c'est juste de rire de la bêtise des deux gars qui sont sur scène, qui essaient de faire leur track des nazis. Ouais. C'est qui le premier qui a eu l'idée de faire? Comment c'est venu? C'est moi. Ouais, c'était. C'est vraiment un truc que j'ai écrit, qu'on a comment repris ensemble. C'est le seul Ça truc que j'ai arrivait comme écrit. ça. En fait, je savais que Montana était sur la fin, et déjà Montana, c'était intéressant. Il y avait ce côté, cette approche, une vraie histoire. Imaginez un gars qui avait traversé tout le monde de la chanson et qui avait inventé le rock, qui avait inventé plein de chansons qu'on connaît, et à chaque fois il se fait tout piquer, il se fait, et on aimait bien ce côté loser permanent, Ouais. et qui permettait de mélanger, voilà, un peu chanson et humour. Et là, je savais que c'était la fin de Montana, qu'il fallait trouver une autre histoire, et j'avais très envie de voir deux personnages qui sont en lutte déjà tous les deux et qui essaient
d'avoir un truc ambitieux, tu vois, mais qui sont complètement cons. Enfin, Il y a des parties chantées à l'intérieur. Complètement. Comment tu fais en fait, on est les Ouais. personnages, on est Hall de la Ferme-Joyer, puisqu'on Ouais. est musicien, on est chanteur aussi à côté. D'accord. On le dit au début, en parallèle de notre carrière de vedette, on est un jour tombé, quand on était en colocation, sur un reportage sur les Klarsfeld, voilà. Oui. Béate et Serge, voilà. Klarsfeld. Et qui sont, eux, de vrais héros et des gens qui ont risqué leur vie dans des conditions incroyables et dantesques et tout, qui ont débusqué des vrais nazis célèbres, et on imaginait prendre leur suite, voilà, Ouais. mais sauf que voilà, eux c'était deux personnes brillantes, Eichmann, courageuses. je crois que c'est. Il y a Eichmann et puis c'est- Barbie. Ouais, Barbie, Le ouais. plus célèbre, Ouais. c'est Barbie qu'ils ont piégé lors d'une interview légendaire. T'as pu les rencontrer? Enfin, Non, parce que non. encore une fois, le but n'était pas du tout de faire Ouais. une vraie recherche. Je n'écris pas un livre sur la traque des nazis. Mais ils sont au courant que t'as. Je veux dire, Non, je peux chercher forcément à leur dire D'accord. spécifiquement. Il faut. On a essayé sur la fiche du spectacle de retranscrire ce côté fantasque. À l'aventure, c'était l'affiche, elle est à croisement entre l'As des As, Indiana Jones, pour montrer. Et voilà. Et nous, on est. On se D'accord. prend pour des héros au milieu de ça, mais on est vraiment sur une farce. Il faut vraiment jamais considérer le spectacle comme D'accord. un truc intéressant et important. Avec des habits un peu 60s, 70s, vous êtes. Sur l'affiche, oui, parce qu'on évoque des gens qui ont D'accord. connu cette période-là. On a inventé des personnages. Ça croise avec des personnages réels aussi. Mais du coup, les musiques, elles sont un peu de cette époque-là aussi, au niveau du style. Il y en a une, oui, Ouais. puisque on évoque une chanteuse qui s'appelle Sylvie Groutard, qui a connu sa grande période de gloire entre 1933 et 1945. Qui chantait sur Radio Paris. Voilà. Sur Radio Paris, c'était un peu la radio C'est ça, ouais, de des Pétain. collabos. Ouais. C'est ça. Et donc on a fait un morceau un peu dans cette veine. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de chanteurs qui étaient un peu en zone grise. Enfin, Même dans Maurice Chevalier, Charles Trenet, on sait pas trop ce qu'ils ont fait. Tino Enfin, Rossi, c'était pas clair non plus. Ouais, non, il y a bien sûr beaucoup qui ont traîné dans ces eaux que. je parlais de cette chanteuse qui a eu un passé compliqué, enfin qui a eu connu sa période de gloire entre 33 et 45. Période de gloire, bon. Enfin, période de gloire pour elle, artistique. Et puis après, comme on dit, il y a eu un vif creux, quoi. Après, Mais- elle a une coupe très rasée, c'est ça? ouais, c'est Elle un peu a ça. mal fini après la guerre, quoi. Mais alors, ce qu'elle D'accord. a particulier, et on voulait donner le côté grotesque, c'est que elle, Sylvie Groutard, en fait, elle avait elle fait le vibrato toute seule avec la voix comme ça, parce que à l'époque, chantait un peu comme ça. Oui. elle avait développé une allergie à la suze, et donc elle avait un problème aux cordes vocales à cause de ça, parce qu'elle prenait 6 litres de suze par jour, et, Ouais. et ça lui a bouffé les cordes vocales. Voilà, donc c'est ça. Le but du spectacle, et pour répondre aussi à ta question, mais que c'était pas, encore une fois, on n'a pas fait de recherche, on a assez de connaissances, on va dire, pour répondre pour construire le truc comme les gens l'imaginent. D'accord. Il n'y a pas de... Oui, vas-y, continue, t'inquiète. Parce qu'on Si. se fait des En notes. fait, on se communique entre nous des trucs. Ouais. D'accord. Des Et indications. en tout cas, oui, on pouvait écrire sur quelque chose qui soit crédible, réel, qui s'immisce dans la réalité. Il n'y a pas eu besoin de faire des recherches incroyables comme je l'ai fait pour d'autres D'accord. travaux sur la chanson pure, où je voulais vraiment des dates précises, des événements, des gens précis. Là, on a inventé pas mal de choses qui s'immiscent dans une réalité probable, possible, plausible. Voilà. Et là, il en est où exactement de la finition, ton spectacle? Je te dirais que une fois que tu as fait la première, tu as pu déjà tester des vannes, ça c'est Ouais. important. Donc on s'est rendu compte qu'il y a des passages qui vont vraisemblablement sauter pour des histoires de timing, mais aussi des bêtes problèmes d'efficacité. Tu vois, on s'est rendu compte que dans la construction, il y a une première partie, une première moitié qui est quand même assez solide, rythmée, avec et nous on a la chance de pouvoir rythmer du blabla, puisqu'il y a vraiment, c'est une conférence, c'est comme un conte, hein, on raconte une histoire de ce qui nous est arrivé. Il faut qu'il y ait des événements. Tu peux pas raconter un truc quand les gens sont pas venus pour ça. Ils sont D'accord. venus pour avoir des vannes, se marrer, et quand ils viennent voir moi ou Arnaud, il y a une histoire de chansons. Ils attendent des chansons. Donc il faut ponctuer le discours avec des chansons qui parfois sont en rapport vraiment direct avec ce qu'on dit, parfois un peu moins, mais donc la première partie, faudra peut-être demander à quelqu'un de plus objectif. Là, il y a Aline, l'attachée de presse, qui est là et qui l'a vu. Donc, en tout cas, la première partie est un peu plus vivante de ce côté-là. Je pense qu'il va falloir que nous, là, on va se replonger dessus. On va partir
refaire des résidences dans des lieux, et on va travailler vraiment sur la deuxième, essayer d'injecter vraiment des événements. Moi, j'aime bien quand j'adore vraiment, moi, à titre personnel, quand je suis sur scène et qu'il se passe un truc auquel je m'attendais pas. Tu étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les mecs descendent, qu'est-ce qu'ils font? Ou tiens, il y a un truc qui tombe, que l'écran s'écroule, tu vois, et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui arrive? Et ça, t'as l'impression que c'est un truc qui arrive juste ce soir-là. Tu joues sur la surprise. Ah ouais, totalement. Et évidemment, tu chopes les gens sur une attention directe parce que il y a un truc qui sort de la normalité. Si t'es venu voir un mec qui fait des vannes toute la soirée et que tu fais des vannes la soirée, les vannes te font rire, mais t'es dans une normalité. T'es Ouais, c'est là pour écouter quand tu lis une BD, que tu passes la page suivante, et là, t'as un gros plan avec voilà, et Voilà. il faut, entre Tu guillemets, t'attendais- un gag, Voilà. une explosion, Voilà. un truc qui relance, une traîtrise. D'accord. Que Voilà. ça soit rythmé et Ouais. que... Super. C'est que des chansons originales pour ce spectacle? Il y a des petites évocations de chansons qui existent déjà. On joue un petit bout de on joue un petit bout des lacs du Connemara de Michel Sardou, puisqu'il fallait Il est d'accord? il a rien à dire. Il a rien à dire pour le coup. Tu Il a as le le droit. droit de jouer, tu as le droit de jouer ce que tu veux Ah, tu peux. en live, tu peux jouer Quand du c'est pas Michael Jackson. enregistré, tu peux. Exactement. D'accord. Et si tu enregistres là, il faut Ouais, demander. demandez. Et mais là, pour l'instant, il y a aucun souci. Et en revanche, donc on l'évoque, c'est joué assez rapidement parce qu'il faut trouver une chanson militaire un peu nazie pour appâter les trucs. On joue un mini bout d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Dans une forme de marche un peu, musique un peu militaire comme ça, donc avec Alors, chaque c'est exactement ça. D'accord. Voilà. Il y a Ouais. un ancien militaire. Ça c'est bien pour applaudir avec les gens. on veut lui dans faire la salle, plaisir. c'est bien, ça. Et ben même pas. On arrive, les mecs arrivent à la saccager, tu vois, parce que D'accord. tu vois, on parle d'événements. Ils sont tellement je peux nuls que- dévoiler un truc, mais c'est-à-dire que Arnaud me dit, je me souvenais pas des paroles complètement. J'ai marqué les mots clés sur des fiches, sauf Ouais. que ces fiches lui échappent de la main. Et donc t'as tous les mots clés de la chanson terre brûlée, Hollande, Ah, c'est marrant. Pierre, c'est Connemara, mais Ouais. sauf il les ressort dans des ordres pour la chanter. Voilà, c'est complètement con, mais ça permet de Et créer ça, tu vas le quelque garder, chose. ça? C'est des choses que tu... Écoute, je pense Ouais. au moins au début, on verra en tout D'accord. cas, mais pour l'instant ça a pas mal marché. Je Donc crois. c'est work in progress et ça avance Ouais. bien, quoi. D'accord. On va reparler un peu de tes actus, mais déjà, on voulait un peu parler de ta bio. Ta biographie. Ta biographie, Ta donc vie, déjà, ton œuvre. Hall Delaf, pour préciser, c'est un surnom, car ton vrai nom, c'est Olivier Delafosse. Exactement. Alors, il t'est venu comment? Tu fais une contraction, tu t'es dit... Eh ben oui, tu sais, c'est mélangé d'un besoin de pseudonyme et avec mon manque tragique d'imagination. Donc j'ai trouvé ce nom c'était un peu un problème au début parce que les gens avaient du mal à le comprendre, l'orthographier, et je te dis pas que je suis encore épargné maintenant. Ah oui. Mais l'avantage, c'est que les gens, souvent, là, maintenant, l'ont entendu, l'ont vu écrit et le prononcent bien. J'ai une petite notoriété un peu plus importante qu'au début. Donc, ouais, c'est plus pratique aujourd'hui. Et ça fait ma particularité. Au moins, c'est pas Ouais, c'est c'est ta marque maintenant, en fait. Mais- Ça sonne bien, en plus, Hall Delaf. écoute, j'ai pas trop d'objectivité là-dessus. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça a été pénible de le voir bien orthographié, bien prononcé au début, et voilà, ça commence à être un peu plus dans les mœurs aujourd'hui. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon, maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi, René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris. Oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais recaféiné. Alors, t'es né à Paris, Oui. et où c'est que t'as grandi? Banlieue sud. Dans le sud, c'est-à-dire Banlieue sud, j'étais à 94, Cachan, ouais, pendant 92, longtemps, 94. et puis 92, après j'étais à D'accord. Sceaux, au lycée La Canale, et puis je me suis occupé pas mal d'assauts sur Sceaux jusqu'à mes 24 ans, ouais, donc je suis resté banlieue sud, et je le suis toujours en banlieue sud, de reste, voilà. Le parc de Sceaux, Parc de Sceaux. toutes ces zones-là. C'est tu là les où as- j'ai joué au foot, Ouais.
et je joue juste à côté. Ouais, c'est ce que Karim nous a dit. T'es latéral. T'es un bon ailier. T'es latéral. Gauche ou droite? Non, moi je suis un défenseur sauvage, moi. Et t'es gaucher ou droitier? Je suis droitier. Tu tacles. Même quand tu joues de la. Oui, quand on est sur le terrain. Ouais, faut y aller. Mais il y a une époque, non, mais je jouais beaucoup. J'étais en universitaire et tout, et puis là, dans cette époque-là, j'étais un vrai défenseur, tacleur comme il faut, mais correct. T'as arrêté le ballon? Tu continues un petit peu à jouer des fois? Tu veux dire aujourd'hui? Enfin, dès que je peux, derniers temps, on a une ligue d'humoristes, comme je sais que l'équipe du Paname, eux jouent le samedi, on joue au même endroit, mais nous on joue dans la semaine, mais il y a une série de gens. En five, hein, d'accord. En five, ouais, c'est ça. Mais Mathieu Madédan vient, mais il y a Artus aussi, Kairon, on voit vraiment pas mal de copains. Vraiment, on est toute une foule. C'est bien parce que ça joue vraiment sérieux. T'es quel type de joueur, toi? Nordin Danso, qui est là aussi. Ça joue vénère, quoi. Il faut gagner, quoi. Ça joue très correct dans l'esprit, mais dans... Il n'y a pas d'embrouille. Oh bah, il y a souvent des embrouilles au fait. Les embrouilles, des mauvais perdants. C'est les râleurs. C'est les râleurs qui foutent les embrouilles. Les mecs jouent correct. On cherche pas à faire de fautes. Ouais, ça, là, pour le coup, ça tacle pas. Oui, non, mais après, il peut y avoir des contestations possibles sur des actions qui peuvent amener des embrouilles. Oui, c'est ça, un petit peu. Mais très honnêtement, moi, c'est un beau niveau. En plus, je suis content. J'ai l'impression de servir à quelque chose la plupart du temps. Alors que je suis un vieux monsieur maintenant et que t'as des jeunes qui cavalent. Mais en tout cas, c'est vraiment super. Et puis de se retrouver, c'est l'occasion de faire des contacts. Il y en a certains qui se croisent après le foot. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Tiens, j'aurais besoin d'un co-auteur pour ça. Enfin, tu vois, il y a un vrai échange intéressant en plus du fait de nous faire du bien physiquement. Ouais. Alors, comment est venue ta vocation de la musique? Ouais. Écoute, la musique, je crois que je l'ai eu de très longue date. Bah, en fait, ce qui m'a aidé, c'est que quand j'étais petit, j'aimais le foot plus que tout, mais j'étais nul, mais vraiment nul. C'était quoi ton équipe? Ben, j'ai jamais été supporter, mais je voulais jouer au foot. Tu voulais jouer au foot, mais j'étais le mec qu'on prenait en dernier à la cour, j'en mettais pas une dedans, j'étais nul, mais j'aimais quand même ça, tu vois ce que je veux dire. Et t'étais motivé. Ah, j'étais super motivé. Dès que j'avais du temps, je voulais jouer au foot, mais en étant, mais nul. Un besogneux. Et ouais. Et à l'inverse, quand je me suis mis à faire de la musique, j'avoue que, écoute, j'aimais ça, hein, beaucoup, et là, j'avais des compétences rapides. Et au niveau de l'oreille notamment. Et donc très vite, au moment quand t'es adolescent, quand tu te prends de la tête, que t'as beaucoup de choses qui te blessent, qui te traumatisent, moi tout est passé par la musique. J'ai pu écrire très vite des chansons, pas marrantes, tu vois, mais je me suis vraiment mis à les jouer. On m'a encouragé, et puis surtout j'avais la place du musicien dans la bande. Donc tu vois, c'était un peu cool au lycée. J'étais le musicien, puis j'ai essayé une chanson marrante, puis deux, et alors là ça a été tu vois, les soirées, enfin c'était toujours un petit événement, tu vois, de soirée. Avec quel âge? J'avais 16-17 quoi, tu vois. Donc t'étais un peu la coqueluche du lycée. Coqueluche, j'irais pas jusque là parce que j'étais pas mais en tout cas le musicien, et puis en plus le musicien marrant, tu savais quand il y a les guitares, et puis j'avais ce côté, je pouvais dire tu me donnes tu chantais à l'époque déjà? Ouais. C'était de l'impro? Non, c'était pas l'impro. Non, c'était j'écrivais. Tu chantais quoi à ce moment-là? Mais en plus déjà je pouvais reprendre tout, tu me donnes une morceau, moi je peux reproduire les trucs, donc en soirée c'était sympa, mais en plus quand je jouais mes chansons, ça faisait marrer tout le monde. Tu vois, c'était des chansons un petit peu surprenantes où ça gueulait, ça partait dans tous les sens, ça dérapait quoi. Et donc les copains adoraient ça, donc très vite j'ai eu mon groupe, on a fait tu vois, t'as tout le lycée qui vient. Enfin, c'est vraiment chic, quoi. Donc, je savais que je voulais faire ça très vite. Et l'humour est venu comme un outil très vite pour ponctuer ça, qui faisait ma différence en musique, quoi. Est-ce que c'est une façon peut-être pour toi que t'assumais pas trop le côté musicien, donc tu dis que l'humour c'est un moyen de... Si, je l'assumais, mais en tout cas, ça me mettait clairement une différence. Et surtout, il y a un truc, et ça, il faut le dire vraiment, on a la grosse différence entre la musique et l'humour, c'est que l'humour c'est totalement objectif. C'est drôle ou c'est pas drôle. Ouais. Tu entends la salle, un truc qui te fait marrer tout seul, c'est pas il faut que tu te heurtes à la vie des autres, et un humoriste qui écrit des trucs, ça sert à rien s'il va pas jouer ses chansons. Un musicien, tu peux passer toute ta vie à te faire des plaisirs incroyables, à jouer, à voyager dans ta tête sans jamais jouer devant autre monde que toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est une chance. Et puis une musique, c'est subjectif. Une chanson bien, pas bien, bah ça dépend. Moi, j'aime bien ce passage. Tu vois, c'est l'humour, la vanne.
c'est un coup près, Le c'est un rythme tranchant. trompe pas, quoi. C'est Non. tout de suite. Et donc, tu sais Ouais. tout de suite si ça marche. Et donc, tu sais tout de suite si ce que t'as écrit fonctionne auprès des gens. Et très vite, tu voyais en soirée qu'il se passait quelque chose. Tu vois, il y avait un truc différent. Ouais. Tu parlais d'oreille. T'avais de l'oreille absolue, comme on dit ou... Pas absolu. Moi, j'ai l'oreille Ouais. relative. C'est-à-dire que l'oreille absolue, tu me donnes n'importe quelle note, un mec, il pourrait te dire si c'est un la, un Ouais, sol. d'accord. Moi, je peux pas. Il faut que je me concentre. Je pourrais peut-être retrouver, mais enfin, je l'ai pas D'accord. naturellement. En revanche, moi, tu me donnes un la et après, tu me joues une musique que je connais pas et je peux te la rejouer. Voilà, après. D'accord. Est-ce que tu te souviens de la première chanson humoristique que t'as écrite? Ouais. Là, celle qui a fait certainement une chanson qui s'appelait Bernadette. Je devais aller au mariage du cousin de ma mère et elle s'appelait Bernadette, ça me faisait rire comme prénom et j'ai écrit une chanson qui n'était pas en lien avec cette dame-là, mais et quand je l'ai jouée après, voilà, ça faisait rire ma famille, puis après les copains mais elle était rigolote, donc on l'a rejouée avec mon groupe après la chanson Bernadette et ça là a été vraiment un vrai virage. Et il y en a une autre qui s'appelait Je suis méchant, qui elle en soirée quand je la jouais c'était un vrai kiff quoi, parce qu'il se passait vraiment quelque chose, ça partait dans tous les sens, ça dérapait, ça gueulait, ouais non c'était vraiment agréable à jouer. En fait, tu sentais qu'il se passait quelque chose ouais. avec les jeux, enfin dans les yeux des gens. Ouais, il y a le petit attroupement, tu vois le côté quand je joue la chanson, ah vas-y, il va jouer, et c'était rigolo, c'était mon petit tube à mon niveau de lycée, ouais. C'était quoi tes influences à cette époque-là, au niveau des musiques? Drôles, surtout. Eh ben, je te dirais, quand je me suis mis à faire, alors, peut-être les inconnus. Ouais. Les inconnus, ça a toujours été. C'était quelque chose Ouais, d'important. l'époque, il- Parce que cartonné. c'est des bonnes chansons. Ouais. En fait, c'est des bonnes chansons. Et puis. Bah, c'est Bernard Campan qui était un groupe de rock apparemment. Mais en fait, les trois Ouais. jouent en fait. Et les trois jouent et les paroles, c'est trop marrant dans chaque style. Alors c'est de la parodie, que c'est Oui. que ça, mais c'est des putains de bonnes chansons. C'est ça, parce que chaque chanson, quand ils font du rap, c'est vraiment du rap. Quand ils font du rock, c'est du rock. Enfin, c'est. Ouais. Et tu dis, mais ça envoie le steak. Et donc, c'est sûr que pour l'efficacité, je trouvais ça génial de leur boulot. Je le trouve toujours génial du reste. Mais finalement, paradoxalement, c'est que moi, j'écoute pas beaucoup de chansons humoristiques. Il y a des groupes qui m'ont marqué. Mais c'est un peu plus tard, pas au moment où je m'écrivais les premières, mais je vais dire les VRP et les Non-Tropo, pardon, c'est le groupe qui a fait un peu la suite, mais c'est un groupe punk un peu underground, donc il n'y a pas eu un succès, il y a eu quelques télés, quelques radios, mais c'était et ça c'était À vraiment l'époque des Berruriers, tout ça. ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu cette époque-là, scène alternative française. Anarchiste. Ouais, tu vois, en même temps que la Mano, en même temps que voilà, et Souris ils- déglinguée. La Ouais, souris déglinguée. c'est ça. Et eux, ils jouaient avec donc sur une poubelle, ce qui m'a moi Ah oui. quand j'ai rencontré Al qui joue de la poubelle, ça a été aussi un truc fort pour moi. Mais ils ont fait des super disques de chansons humoristiques. Ils étaient grimés. Enfin, c'était à la fois punk mais très marrant. Ils ont fait pas mal de parodies à écouter à tout prix. VRP, Oui. Non-Tropo, vraiment, c'est vraiment des chefs-d'œuvre de chansons humoristiques. Ouais. Et des artistes comme Renaud, Michel Jonas, est-ce que Aussi, ouais. c'est venu après? Ce que j'aimais, en fait, et spécialement dans Renaud, hein, tu vois, l'admiration, elle est qu'au début de la chanson, tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé, si tu vas rire ou tu vas pleurer. Et ça, c'est aujourd'hui dans mon travail, plus en tant qu'Ol de Laf. Quand je fais un spectacle comme Traqueur de nazi, le but c'est de faire rire. En revanche, sur Ol de Laf, au début d'une chanson, c'est ça ma chance et mon kiff aujourd'hui, c'est que les gens savent pas à quelle sauce ils vont être mangés au début de la chanson et ils se plaisent de d'être toujours sur un fil parce que la vie parfois elle fait rire et parfois elle fait pleurer. Et pour la même chose, t'es perdu. Tu sais pas ce que tu dois faire. Moi, je sais que j'ai vécu des choses qui m'ont sensibilisé à ça. Je sais qu'à l'enterrement de ma tante où j'étais malheureux à crever, on va disperser ses cendres dans le bocage normand et puis au moment de disperser les cendres, il y a un coup de vent et donc toutes les cendres de ma tante se sont retrouvées sur sa meilleure amie. Comme, et donc, comme dans le film. écoute, la Big Lebowski, j'ai vu, ouais, il y a la même chose. Ouais. Ils ont C'est fait l'histoire ça. vraie en plus, hein, c'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est arrivé. Ah bah moi ça, Ouais. j'ai vécu Ouais. ça, hein, tu vois, j'ai vécu ça et Ouais. donc c'est dans le film exactement Ouais. la même chose. Et là tu dans le Big Lebowski tu rigoles, mais Ouais. quand c'est dans ta vraie vie, quand c'est C'est horrible. ta tante chérie si tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu ris et vraiment je sais pas. Comment vous avez, je sais pas, qui c'est qui a fait la première vanne? Mais tu sais pas, je te dis justement, t'es un mélange de gêne et d'admiration, tu dis tu fais un truc
qui n'a pas de sens. C'est improbable. Ouais. Mais le reste de ta tante morte est sur T'es l'habit de recouvert. sa meilleure amie qui vraiment Toi, c'est tu tousses, ça. hein. Elle jette et là tu vois et c'est mais fou. C'est terrible. Et donc tu te dis bah c'est ça. Il y a des scènes de films que tu peux voir t'es entre tu ris mais tu pleures en même temps, comme quand hier soir c'était mon anniversaire hier soir. Ah, joyeux anniversaire. Et merci les amis. Et Joyeux anniversaire. oh. Attention, David est un grand chanteur. Hein, Mais si je un le jour vois, tu je veux le le recruter. Et en tout cas, c'est qu'on m'a fait un cadeau qui m'a fait rire et pleurer. Voilà. J'ai pleuré hier soir On peut savoir c'est de quoi bonheur. sans indiscrétion? On peut? Ou c'est trop privé? C'est trop privé. C'est un peu privé. D'accord, C'est bon, un on en peu parle. privé. Il y a rien de Next question. Mais c'est sympa, mais quoi. c'est là pour le coup. Ouais, non, C'était je garde, sympa. c'est secret. Mais c'est un cadeau qui m'a vraiment touché, ouais, ça. Qui t'a fait rire et pleurer en même Ouais, temps? ouais, Ah vraiment, ouais, ouais. c'était fort. Et alors du coup, pour revenir un peu aussi sur ta vie, c'est que tu as fait des études de musicologie. Oui. Ouais. Alors raconte-nous un peu ce que ouais. c'est. Mais d'abord, c'est quoi la musicologie? La musicologie, tu fais de la musique chez toi. C'est la musicologie. Oui, au logique, quoi. Musicologie. Ouais, c'est D'accord, c'est bon, j'ai noté. Bonne Non, vanne. la Ouais. musicologie, en fait, c'est l'étude de la musique dans ce qu'elle, de comment provoquer ci ou ça. En fait, c'est que tu étudies l'histoire de la musique, tu étudies sa conception, mais Des origines c'est la jusqu'à science de la aujourd'hui, quoi. musique. Ça va loin. Je veux dire, ils vont jusqu'où au niveau de la musique? normalement, s'ils font bien La leur travail préhistoire, jusqu'à aujourd'hui. Mais tu remontes, oui, jusqu'au. Ouais. Et bien sûr, On va il y a de chercher les instruments de la préhistoire. Il y a de l'ethnomusicologie où tu vas chercher comment tel peuple va faire D'accord. la musique, pourquoi certains sont plus basés sur la percussion, d'autres c'est pas les mêmes gammes, tu vois, tu c'est passionnant. utilises pas les mêmes notes selon le pays. Ah oui, c'est intéressant, mais ouais non, ça m'a passionné, tu vois, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que je fais partie des gens, je crois que je sais même pas si j'ai séché un cours de l'époque de la fac, tu vois. Quand t'es à la fac, généralement, tu te dis, ouais, j'ai oublié de venir cette semaine, Ouais. je sais pas. Par contre, il y a les TD où t'es obligé d'y aller. C'est ça, mais sauf que moi, je crois que j'en ai raté une fois parce que j'étais malade. Tu kiffais te lever le matin pour aller en cours. Ah ouais, je faisais. Puis c'était loin. Moi, j'étais banlieue sud, c'était à Saint-Denis. Ah ouais. Et donc tu traverses Paris, c'est pénible d'y arriver. Et puis l'endroit est pas très beau. c'est austère comme fac. C'était dans les années 90. C'était particulier. Et pourtant, je me suis éclaté et je me sers toujours aujourd'hui de ce que j'ai appris là-bas, parce que c'est ce qui fait que je peux faire des arrangements pour des voix, des cordes, tu vois. Aujourd'hui, dans mon travail de musicien et dans ma composition, il est évident que ça a un rôle qui est latent, parce que j'ai étudié les maîtres, on va dire, du classique, parce que la plupart de l'enseignement se tourne quand même vers le classique, mais pas que, tu vois. Et ils évoquent ce qui se fait. Alors à l'époque, c'était pas trop le rap était tout naissant en France, donc il faudrait voir comment ils s'en servent aujourd'hui dans les études de musicologie. Mais en tout cas, ils parlaient de Pink Floyd, tu vois, des grands groupes de rock, des Beatles, comment ça avait influencé les directions musicales. Et puis c'est sûr que ce sont des choses qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Est-ce que tu t'intéresses, aux multi-instrumentistes, à ceux qui créent des instruments? Alors, ce sont deux choses différentes. Le fait de Par multi-instrumentiste. exemple, un mec comme Axel Lecourt, je sais pas si tu le connais, il est à la Philharmonie, il enseigne. D'accord. Et donc, il a plein d'instruments qu'il a été chercher dans D'accord. tous les coins de la Terre. Est-ce que tu me demandais si toi, tu étais intéressé par Complètement. ce genre de... En fait, quand tu es en studio, quand tu crées, en fait, souvent, tu vas jouer une même mélodie, tu vas le jouer avec un instrument, tu vas dire ouais, bon. Et avec un autre, c'est incroyable, il se passe quelque chose, et D'accord. tout de suite, t'as plein d'idées qui viennent. Et en studio, c'est vraiment ça. Ce qu'on parle de l'arrangement d'un morceau, c'est vraiment le son, l'instrument qui va jouer tel thème, comment est-ce que tu vas pas enlever deux notes et tout ça. Et ça, c'est ce genre d'instrument qui vient d'ailleurs, c'est incroyable. Moi-même, j'ai inventé un instrument dont on s'est servi d'ailleurs qu'il y aura au Trianon. Il s'appelle comment? Comme Gaston Lagaffe, quoi, il a créé son instrument. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Et en fait, c'est venu par hasard, mais je l'ai appelé le tube basse, mais c'est pas très. Mais quand j'ai expliqué ce que je voulais faire aux gars du groupe, t'es en répète, tu dois pondre le morceau. Et en fait, je leur dis voilà, alors j'ai deux bouts de PVC qui s'emboîtent parfaitement, ce qui est important parce que l'air ne passe pas, tu vois. Et j'ai trouvé ça dans mon jardin, dans ma maison de campagne, je trouve ce truc et je me mets à tapoter, je vois qu'il y a un truc à faire. Et en fait,
je l'ai bloqué d'un côté avec un poids, si tu veux, et en allongeant le tube, tu fais des sons plus graves, tu vois, tu fais résonner la colonne d'air plus grave, et tu tapes dessus avec une raquette de ping-pong. J'ai accroché un fil, machin, et donc, quand les gars, je leur explique ça, et il faudrait jouer du tube sur une chanson qui s'appelle J'ai chaud, qui parle d'un lapin qui est dans un micro-ondes, et t'as tous tes gars, tu vois, qui te regardent comme s'il a fumé. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il est fou. T'as fait une vidéo Ah, mais ça existe, tu peux le trouver sur internet. La chanson s'appelle J'ai chaud, et tu vas voir. Et là, l'instrument, il est fou, donc tu tapes avec la raquette de ping-pong. Ouais. Ça ressemble un peu à l'instrument aux aborigènes qu'ils ont. Mais c'est un peu la forme allongée que le didgeridoo, mais sauf que, quelque part, ça ressemble presque le principe de fonctionnement, mais sauf que eux soufflent dedans, font vibrer leurs lèvres, et ça fait vibrer l'air à l'intérieur. Mais là, tu tapes, tu donnes un coup en fait sur la colonne d'air, et t'as vraiment un tom 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 tom, et vraiment on a découpé les notes pour jouer juste de ce truc-là. Les gars se sont entraînés. C'est pas moi qu'on jouait, mais en revanche c'est moi qui l'ai. Et ça sort un son marrant, quoi. Quand tu le vois. Ouais, c'est vraiment rigolo, ouais. C'est vraiment rigolo. Enfin, tu pourras aller voir la chanson J'ai chaud, sur un live de J'ai chaud, tu vois le tube. J'ai chaud. Oh, l'élu. C'est chaud. Je n'ai pas de confondu. Ah non, mais vraiment, cette histoire, quelle horreur. Je suis pas dans mon assiette, je suis plutôt dans la leur, et ça m'énerve. Et ça m'énerve. Et j'ai trop chaud. Je suis chagrin, la peine m'inonde. Je suis un lapin dans un four à micro-ondes. Alors aussi, t'aimes tellement la musique et t'as été prof de musique. Ouais. Et donc, est-ce que tu faisais jouer de la flûte à bec? Alors, non. Parce que l'enfer de la flûte à bec. Il y en a qui n'en ont pas fait, mais moi j'en fais partie. C'était dur, hein. Et c'était compliqué. Est-ce que tu penses déjà de l'enseignement qui est proposé en France par rapport à la musique et prof de musique, parce que j'ai l'impression que c'est au même titre que les arts plastiques ou le sport, ce sont des matières qui sont un peu mises de côté. Écoute, c'est non seulement elles sont parfois, en fait, elles sont mises, disons plutôt différemment. Elles sont mises de côté par les jeunes souvent parce qu'elles sont mises de côté par l'enseignement. C'est ça. C'est dispersé dans l'emploi du temps entre deux. Enfin. C'est pas là-dessus. Et t'as des mômes qui ont un don pour ça, qui s'éclatent, et que moi j'ai découvert. En fait, moi j'étais dans un collège un peu difficile. Les mômes, on n'était pas là pour leur apprendre telle ou telle matière. On était là pour leur apprendre à apprendre. Tu vois, à Cachan, foyer des PTT, c'était des mômes qui étaient soit qui revenaient parce qu'ils avaient été pas pris ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient été virés, il y a eu de la violence. Un collège dur. Ouais, ils ont démantelé un réseau de trafic de drogue juste dans les 6e, 5e, impliquant 50 6e, 5e. 6e, 5e, 50 de trafic de drogue. Waouh. Ah, c'est Gomorrah. Donc c'est un petit peu compliqué, et en fait ça, les mômes, tu te rends compte que certains qui étaient dans la violence verbale, physique, moi j'avais proposé un atelier en plus, et ces mômes-là venaient dans l'atelier, et quand tu leur parlais, t'avais une relation vraiment beaucoup plus intéressante. Les mômes se livraient et disaient ce qu'ils aimaient, une chanson, etc. Et tu voyais que c'est une matière comme la musique, c'est pas ça qu'elle est leur permettre d'avoir un métier directement, mais pour s'accomplir, pour réussir à se connaître eux-mêmes et grandir, et puis même juste de tisser une relation entre l'éducateur. Quand t'arrives que t'es prof, de toute façon, t'es un connard. T'as même pas dit un mot. Ils veulent que tu décèdes. Si tu veux le rêve votre prof de musique est décédé. Voilà. Yes! Enfin, tu vois, c'est vraiment terrible. Donc, tu te lèves le matin. Moi, j'étais déjà en spectacle, donc je tournais. La veille au soir, t'as des gens qui font la route, qui viennent payer 30 balles pour te voir en spectacle. Le lendemain, t'as des mômes qui rêvent que tu sois mort ou malade au minimum. Le choc thermique, et donc, tu dois réapprendre à chaque fois. Et donc, t'essaies de les cadrer. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enseignement est terrible, et surtout, c'est que les profs, eux, sont complètement. Aujourd'hui, moi, je suis malheureux de voir l'image qu'on donne des professeurs, c'est des paresseux, ils font rien, ils ont tant de vacances, et ils ont tant d'heures par jour, etc. Mais pourquoi vous prenez pas ce métier-là? Venez, déjà, faites les études pour être prof, pour être payé ce qu'ils sont payés, pour se retrouver avec des mômes qui sont d'une violence parfois terrible, jusqu'à physique contre toi, verbale, et entre eux, c'est terrible. Et surtout, c'est que t'es considéré
par tout le monde comme des paresseux. Donc vraiment, je vous invite à faire. Et surtout, qu'est-ce que tu vends de plus important que de permettre à chacun de devenir soi-même, de grandir, de pouvoir sortir des quartiers, de pouvoir évoluer dans un monde qui est déjà tellement difficile. Et c'est ça que, donc prof, j'admire, et le fait de leur faire 3 ans me permet de dire, mais chapeau à tous ces gens qui continuent, qui se battent, qui croient, qui préparent leurs cours, qui aident les mômes, mais qui le font en dehors de leurs heures, et qui viennent leur donner des trucs. Et ça, on n'en parle jamais, mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas de mémoire. T'es prof Si. H24 en fait, tout le temps en fait. Prof H24, Voilà, et surtout c'est que quand t'es chez toi, t'es pas chez ça, toi. Bah non, parce que tu prépares tes cours. Tu prépares tes cours, tu corriges, tu machin, et donc moi j'étais juste prof à temps partiel, j'avais pas le truc, mais j'étais en même temps prof en cours particulier, j'enseignais le piano, la guitare, tout ça, mais c'est d'une violence infinie, c'est ce qu'il y a de plus important. Si aujourd'hui, évidemment, tu vois comment dans les émissions, les youtubeurs, mais même les humoristes, t'es 1000 fois plus glorifié en tant qu'humoriste, qu'en tant que prof. Mais c'est dur. C'est dur, tu vois. Les chroniqueurs d'Hanouna, détendre détendre l'esprit, quoi. C'est vrai que t'as l'impression qu'ils détiennent le savoir, ils te délivrent leur avis sur ça, et en disant le prof c'est des paresseux, des machins. Donc t'es 1000 fois plus glorifié en tant que youtubeur, machin, et juste parce que tu donnes ton avis sur un sujet que tu connais pas, et tu réagis à chaud sur tout, et c'est du populisme absolu. Et donc ça me fait beaucoup de peine qu'aujourd'hui les profs soient traités comme ça. C'est déconsidérés, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, il y a des cons chez les profs. c'est certainement comme partout, exactement. Mais en tout cas, globalement, c'est un acte héroïque. On est un peu sorti du sujet. Non, mais c'est intéressant. Faut en parler. Remercie pour partager ce truc-là parce que j'ai la chance, je te dis, d'être applaudi, respecté, reconnu dans mon milieu artistique, et qu'on me fasse confiance, que je fais des choses, je participe vraiment à des trucs vraiment chouettes, et que c'est pas chiant de se lever le matin pour aller écrire des vannes, c'est pas chiant pour aller faire de la musique, et le risque, au pire tu prends un bide. À l'école, au risque, tu prends une mandale. Hein. Et t'as des retours de profs qui te disent merci pour ce que tu fais. Oui, mais alors là, le merci, je l'ai de la plus belle manière, c'est que mes chansons sont chantées dans les écoles, sont chantées par les profs, et pas que des profs de musique. Il y a soit des instituteurs, mais aussi des profs de français ou des trucs comme ça. Qu'il y a une chanson, moi mon plus gros succès internet, c'est et qui arrivait tôt en plus, parce que c'était à l'époque, il y avait pas encore tu vois les youtubeurs, tout ça, mais c'était en 2006, c'était le café, mais tu vois, à l'époque j'avais 10 ou 15 millions de vues, et ce qui était énorme pour l'époque. Ce qui était énorme, moi je passais sur TF1, M6, qu'est-ce que c'est qu'un buzz, enfin qu'est-ce qui se passe, enfin tu vois, et la chanson a été traduite en 20 langues, tu vois, donc aussi tu vois qu'il y a des gens qui apprennent le français par la chanson, et ça, c'est devenu un standard, quoi. Un peu. Mais c'est bizarre, un standard hors des circuits normaux, tu vois, elle passe par la radio, elle est reprise en jazz un peu, t'as entendu des versions jazz, je suis pas sûr, la grille est très simple, donc je pense pas que ça les amuserait en jazz de reprendre ça, je crois pas. Et est-ce qu'il y a des élèves que t'as recroisés depuis un peu, qui m'ont certains étaient venus voir en spectacle, mais c'est il y a déjà longtemps, moi c'était début des années 2000 que je faisais ça. Là on est au Paname, on enregistre sur la scène du Paname, on se connaît avec toi et moi depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette salle? T'es là, qu'est-ce que tu vois là, les murs? Tu vois ces murs. Je vois et spécialement au Paname, je te dirais. Ici, c'est particulier parce que tu viens tester, tu viens affronter. Tu vois, on parlait du musicien qui lui peut rester dans sa chambre toute sa vie à jouer sur son piano, et ça suffit. Hein. T'as pas besoin du monde nécessairement. Là, quand t'es humoriste et que tu dois dire, il me semble que j'ai trouvé un truc. Je crois que c'est ça. Et tu vas le formuler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et j'ai vu des gens totalement débutants, des gens totalement confirmés sur cette scène. Je l'ai fait, moi j'ai participé. Je l'ai jamais fait en me mettant complètement en danger. Je suis pas venu moi tester des choses. Mais donc j'ai un mélange d'admiration, d'angoisse, parce que tu sais que c'est les gens qui viennent ici viennent avec un esprit totalement ouvert. Ils disent vas-y, parle-moi, raconte-moi. La règle du jeu, c'est une scène qui fait 20 cm de haut, un micro, un tabouret éventuellement, mais vraiment
vas-y, dis-moi des choses qui vont me faire marrer, me surprendre, me faire réfléchir aussi. Et c'est un exercice incroyablement périlleux, parce que quand tu veux faire rire et que ça marche pas, et ben tu t'assois et t'as une heure un peu violente après. Hein. On voit très bien les mecs dans le bar. Comment on survient à un bide? Il faut, je pense, forcément se remettre un peu en cause, parce que c'est pas nécessairement le texte. Ce qui est très très dur, en fait, pour moi, c'est que beaucoup visualisent, imaginent une chose et s'imaginent autre que ce qu'ils sont. J'entends par là que la route la plus dure en humour, c'est de trouver son clown. Qu'est-ce qui va faire que toi, quel est le sujet, la manière de parler qui va faire, et je pense qu'on tous, on l'a à un endroit, si tu veux. Mais il y a des gens où t'as tout de suite compris en une fraction de seconde et qu'ils l'ont trouvé. Jimo, par exemple. Tu l'as vu, Jimo émerger? Ben, je l'ai vu, Jimo, faire des premières parties, mais en fait, si un metteur en scène applique une méthode en disant alors toi, vas-y, dépêche-toi, parle-moi vite, allez, vas-y, là, ça ne va pas. Enfin, tu vois, je veux dire, si t'appliques un truc, une règle générale à Jimo, mais t'as perdu d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, le mec peut tenir un sketch de 7 minutes à Montreux. Il a déjà pris 1 minute 30 pour dire bonjour, quoi. et c'est du génie. C'est génial parce qu'il a trouvé son clone et il a fait la route la plus dure. Et maintenant, Jimo, et je l'ai vu aussi d'ailleurs se planter, soit dit en passant, il a pas fait que des bons passages. Ce qui est normal, c'est la vie. Et tout le monde. Et même sur des très forts, se mange des billes, et j'en fais partie évidemment. C'est que il faut que tu saches ce qui fait marrer en toi. Et c'est dur de l'accepter. Tu vois, par exemple, tu te vois différent, tu te dis les gens attendent telle ou telle vanne, et finalement t'as pas réalisé que c'est les silences qui les faisaient rire. C'est tous les moments où t'es perdu, tous les moments où t'es un peu gauche, où tu fais un truc, et c'est parce que tu mets une demi-heure à trouver ton truc pour te brancher, ça les fait marrer. Par contre, une fois que tu t'es branché, ça c'est peut-être moins marrant. Et donc, tu vois, tu prends un Monsieur Fraise, un truc complètement... Monsieur Fraise, il est là-dedans, ouais. C'est du clown, mais il a compris quel était son axe pour dire des choses lui. Et un autre, ça va être, tu vois, Mathieu Madagnon, qui est un ami proche, qui est un ayatollah du stand-up, si tu veux. Et Mathieu, lui, c'est la vanne. Il va refuser les effets, les machins. Lui, c'est le mot, le précise. Et en effet, en soirée, en machin, il te tue parce que il trouve des vannes tout le temps sur le machin. La bonne punchline, le bon moment. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment son cœur, sa spécialité, c'est la vanne pour la vanne. Et d'autres, ça va être autre chose. Moi, c'est encore autre chose. Toi, c'est plus un clown triste? C'est un peu, moi, j'aime bien le clown blanc, en tout cas. Le côté, Auguste? C'est celui qui... l'Auguste, c'est celui qui fait marrer. Attends. T'as le clown blanc et l'Auguste. Toujours les deux. Ouais. Voilà. Le clown blanc est celui qui va présenter, raconter. Voilà. Ça, j'adore le faire. Et l'Auguste, j'ai besoin d'un Auguste à côté souvent. D'accord. Moi, j'aime bien le mec qui parle, qui se croit plus fort qu'il n'est. J'aime bien on se rend compte qui est complètement à côté de la plaque. Ça me fait rire. Ouais. Parce que bon, je t'ai fait une passe D, mais tu l'as pas vu. Oh, pardon. Oh là là, attention. Parce que je parlais de clown triste, la tristitude, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, bref. Vas-y, tu peux reposer la question alors, mais de manière plus explicite. Chacun cherche son clown. Le tien, tu l'as trouvé quand t'as fait la tristitude à ce moment-là? Oui, certainement. Ouais. Certainement, parce que je ne l'ai pas vu venir. D'accord. C'est pas la chanson, je dis, oh là là, j'ai trouvé un truc. Tu te rappelles de la genèse de ce morceau? Ouais, l'alcool, principalement. Ouais, on était à table avec un copain et soirée triste? Un midi. C'est une soirée, non, plutôt gay. Et on avait un peu arrosé. Et après, je lui ai parlé de cette idée que j'avais de faire un morceau justement qui s'appelait La Tristitude, où on pourrait évoquer des trucs hyper horribles qui lui arrivent au gars. Et en fait, au moment où la chanson, elle est restée dans un placard, dans un tiroir pendant très longtemps, pendant 3 ans, je crois. Et c'est quand j'ai déménagé, je l'ai ressorti. C'est triste quand même de l'avoir laissé autant de temps. Ben peut-être pas, parce que elle a eu sa vie et tu vois qu'elle a eu son existence. Ça aurait été triste de pas la retrouver. Donc tu l'as retrouvée et là t'étais moins triste. Et je l'ai joué à côté, en effet, et je me suis rendu compte qu'elle provoquait beaucoup de choses, et auprès des partenaires qui m'ont dit attends, non, tu tiens un truc, fais là, on l'a rebossé,
Et ouais, ça a été un virage. Un Et là, je me carton, suis quand rendu même. compte que, Ouais. tu vois, les gens se l'appropriaient parce que le côté sortir de la tristesse, de la morosité, de mettre le doigt précisément au truc qui te saoule, des petits tracas de la Ouais. vie, machin. Mais ça, je l'ai pas calculé comme ça. C'est un peu comme Full Sentimental, tu sais, ces morceaux-là qui Bah, si tu me compares là, je vais être content là. Ouais, parce que ça accroche en fait. Tu sais, t'es Ah là, bah t'es ouais. triste et heureux en même temps. Donc Ouais, oui, c'est- c'est des morceaux qui sont un peu durs et en même temps qui Oui. sont un peu jouissifs, tu vois. Bah, c'est Ouais. heureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils ont Bien pas fini de joué, quoi. s'amuser, ouais. T'as dit C'est ce qu'il ça. fallait à ce Ouais. moment-là, quoi. D'accord. Ouais. Non, complètement, ouais. C'est arrivé au bon endroit, au bon moment. Il y avait une vraie morosité ambiante. C'était en 2011, tu vois. Enfin, moi, un petit peu avant que je l'ai sorti, mais au moment où le morceau sort vraiment, 2011, 2012, par là, et ça rentrait totalement dans l'envie des gens d'appuyer sur leur petite tristesse, parce qu'il y a une morosité. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de détresse dans le crâne à voir. La tristitude, c'est wouh, c'est eux, c'est vous. C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout. Beaucoup disent que le public est devenu un peu dépressif avec le temps, avec les années. Est-ce que toi, tu le ressens un peu quand tu es devant des gens? Est-ce que tu sens il y a Ouais, Ouais. on va pas bien. par rapport à peut-être aux années 70-80 qui étaient Mais peut-être un peu complètement. moins chargés? Bah, imagine, Ouais. dans les années 60, le chômage n'existait pas. Mhm. Il y avait pas de chômage en France dans les années 60. Il y avait les yéyés qui arrivent. Il y a les 68. Donc, tu peux être jeune et dire, les parents, j'ai rien à foutre de côté. Ouais. Je peux faire le métier que je veux. Je peux m'habiller comme je veux. Il y a une révolution totale. Il y a pas de chômage. Et puis, arrive la crise du pétrole, les machins, donc l'immigration. Donc, on ghettoise les gens, tout, enfin, et nous, on est le fruit de tout ça dans un monde, où le clivage il est tellement triste. D'ailleurs, vous l'avez connu vous au Paname, tu vois, Ouais. c'était au Paname, c'était un lieu d'humour qui voulait juste dire viens on fait du stand-up. Et à un moment, Ouais. on s'est dit en fait c'est hyper communautariste, tu te sens nous on est arrivé, on a rigolé avec Monsieur Fraise une fois en arrivant, il avait sorti une punchline qui avait tué, il y avait Fari, il y avait Redouane Bougueraba, on était à table et il fait pourquoi tu viens pas jouer au Paname toi Marc et tout parce que je suis blanc. Et Ça a fait un blanc à ce ah, moment-là? pas du tout. Mais tu vois, il y avait que des blacks et des rebeux Ouais. autour de nous. Tout le monde On s'est aurait pu se marré. faire péter la gueule, mais tout le monde rire parce qu'on se connaissait et que justement, ils disaient, viens jouer là. Et en fait, c'est instructif. Et donc, c'est dur de parler à tout le monde. Il faut que tu ailles chercher, certainement, des gens qui font partie de ta communauté et essayer de sortir, de mélanger les gens. Mais très peu de gens arrivent à mélanger toutes les communautés et de cristalliser. Fédéré, quoi. Ouais, fédérer tout. Ouais. Jackson, tu vois, par exemple, Michael Jackson, c'est ça qu'il a eu de particulier. D'accord. Et Jamel aussi, certainement, tu vois. Il a pu fédérer des gens de plein de côtés. Tous les horizons. Ouais, c'est ça. Et c'est ça la force des GAD, tu vois. Ils ont eu cette particularité. Ça parle à tout le monde, quoi. Et tu te verrais mettre tes instruments de musique de côté pour faire uniquement du stand-up? Alors, je pense que stand-up pur, j'aurais du mal. Parce que déjà, là, dans le genre repartir à zéro, c'est dur. Il faudrait que je trouve mon clown de stand-up, tu vois. En plus, je suis pas un bon orateur. Il y a des gens qui naturellement, tu vois, ont une voix posée. Moi, moi, il faut que je travaille. La chanson m'a permis d'arrêter de bégayer. Enfin, quand je dis bégayer, j'étais pas suivi par un orthophoniste, mais je parle très vite, mon souffle est mal placé, ma voix est pas très Le bien. rythme, il est arrivé, quoi, comme ça. je veux Et dire, avec, la chanson, ouais, ça m'a sauvé. D'accord. Parce que ça me permettait de trouver un rythme, tu vois, de mettre les paroles comme ça. Et je préfère, en plus, ma voix chanter que Avec a cappella? Ah ouais. Et sans Enfin, aucun cappella, doute. je veux dire, sans chanter. Ouais, j'aime pas du tout. Pardon, ouais, excuse-moi. Et non, je t'en prie. Et donc, faire du stand-up pur et dur, j'aurais du mal, je pense, juste la vanne pour la vanne. En revanche, faire un spectacle seul,
je pense que c'est un truc une étape qui arrivera forcément à un moment. Je pense que mais moi la solitude m'a toujours fait peur. J'ai toujours été en duo parce que je suis un peu, quand tu te prends un beat, on parlait du beat tout à l'heure. Bah moi, quand ça marche pas auprès des gens, on se fait marrer l'un l'autre sur scène, on est à deux et t'es les rois du monde quelque part parce que t'en rajoutes, tu te fais rire et t'es intouchable. Alors que, donc on partage la gloire, mais j'ai aucun problème avec ça. Alors que quand t'es tout seul et que j'ai vu des scènes tragiques, de gens qui se mangeaient des beats violents, tu sais, pas des beats genre beat de l'espace quoi, qui vient de très loin. Un truc genre on en parle le lendemain au marché de la ville quoi, tu vois. J'ai vécu ça au marché carrément. Ouais, vraiment des trucs lors de festivals d'humour où il y a des humoristes qui commencent ou des machins. Ouais, des humiliations quoi. Des humiliations, exactement. Des faits même divers méchants, même méchants quoi, des trucs. Non, vraiment un truc. Faites entrer l'accusé. Et on en parle toujours aujourd'hui de ces moments-là. Et parce que tu sais qu'en plus, il y a plein de pros, il y a plein de journalistes, il y a tous des responsables programmateurs qui sont, et tu dis ce jour-là, je suis grillé pour ces gens-là, pour beaucoup. Donc, c'est compliqué. Et ça, je suis pas prêt à le vivre tout seul, tu vois. T'es maintenant à près de 20 ans de carrière, on va dire. Je suis j'ai fêté les 25 ans. Plus 25 ans. 25 ans. Non, c'est simple. Non, je te dis n'importe quoi. Tu sais quoi? J'ai pas pensé et mon premier concert. Putain, pourquoi j'ai pas pensé? C'est mes 30 ans de scène cette année. 30 ans de scène. Puisque mon premier concert avec mon premier groupe de lycée, dont je te parlais, 25 avril 1992. Voilà, on a fêté les 30 ans. Bravo. Voilà. Et comment t'as vu cette évolution sur ces 30 ans quoi? Comment était Oldelaf à ce moment-là au début? Et là, je veux dire, t'as vraiment changé de tout au tout ou il reste encore des... En fait, j'ai appris justement parler du clown. La différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis Oldelaf sur scène. Le jeu, quoi. Quand je me mettais, je rentrais sur scène, j'étais Olivier Delafosse. Et j'étais tout nu, j'étais complètement traumatisé parce que c'est moi que je mettais en cause. Là aujourd'hui, s'il y a un mec qui se plante, c'est Oldelaf. C'est pas Olivier Delafosse. Tu vois ce que je veux dire? Je me protège, je me déguise, dans ma tête, je rentre en scène. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus sûr de lui, quelqu'un qui machin. Et le fait d'inventer cet avatar, si tu veux, un peu à l'aise, un peu vedette, un peu dégueulasse, mais flamboyant quand même, me sauve totalement la vie parce que je suis protégé. On voudrait parler de l'aventure. Comment t'as créé cet album? C'est un aboutissement par rapport à ces 30 ans? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est une première... avec tout ce parcours. Ah ouais, non mais en fait, je me suis rendu compte, moi j'ai toujours écrit en voyage. Tu disais que le voyage, ça t'inspire. Totalement. Le voyage. Le train, le car. Tu peux nous dire comment tu l'as créé cet album? Tout. Je vais y arriver. Et j'ai toujours écrit en voyage, donc en tournée. Dès que je prends un train, en week-end avec les parents, j'écrivais toujours. Dès qu'on bougeait, j'écrivais. Le fait de voir d'autres paysages, de rencontrer des gens. Et je me suis dit, arrivé à cet enregistrement, en fait, pourquoi j'enregistrerais pas un album directement en voyage? Et c'est là que j'ai eu l'idée de partir en camping-car. Avec un peu de matos, les techniques d'aujourd'hui le permettent, tu vois, avec un ordinateur, des micros, des synthés, tu peux te débrouiller. Et on a fait ça, et ça a été un projet extraordinaire, puisqu'on est parti sur la route de France à 4. Il y avait un régisseur, chauffeur, tu vois, qui organisait tout. Il y avait le réalisateur de l'album, qui faisait un peu des choix artistiques, qui mixait, tout ça. Et puis on était 2 musiciens, et j'ai écrit en roulant, on s'est arrêté, on a enregistré au milieu d'une forêt, face à la mer, et c'était merveilleux, quoi. C'était l'aboutissement de, tu vois, un album sur le voyage, écrit, enregistré en voyage, c'était c'était fantastique, ouais. Et ce sera à refaire, je repartirai direct. Donc, mais cet album, c'est une première mondiale, en fait, mine de rien. La première fois qu'un album est enregistré en condition technique, d'accord. En autogestion. Ouais. Et tu fais comment quand tu enregistres en plein air? Parce que tu fais quand même une petite cabine pour que le son se perde pas. Non, c'est vraiment on l'a fait, on a enregistré. Il y a des bruits d'oiseaux et des machins comme ça. Ah, vous l'avez fait en extérieur? En partie, pas tout. Il y avait des trucs. C'est 100% bio. Il y a pas rien de rajouté. Non, en tout cas, les bruits qu'on a sont des vrais bruits. Même on a fait des sons de grosses caisses, par exemple, en tapant sur les vitres des carreaux, tu vois, d'habitacle, toum, tu vois, des trucs comme ça. On a joué avec les règles du jeu, on a
avec les instruments qu'on trouvait sur place. Il y avait un vieux piano désaccordé dans une maison de campagne qui a servi. On a désaccordé les autres instruments pour être comme lui, mais alors qu'il était vraiment... et le son, ça fait un truc, moi je trouve incroyable, quoi, vraiment. C'était l'idée d'être sur la route. Ben oui. Voilà. Et alors, l'angoisse et le coup dans la tronche, tu vois, où on a, tu crois... arrivé avec un vrai truc incroyable, et l'album sort le 28 février 2020 et la tournée commence le 12 mars 2020 après, ouais. Et ben voilà, je me suis jeté dans un gouffre, donc alors que on avait tout préparé, tout était vraiment bien teasé, et tu te retrouves avec tout qui s'arrête et puis qui a jamais redémarré tel quel. Donc on a essayé de refaire un petit 5 titres là pour relancer l'album, mais c'est une tragédie parce que pour moi c'est certainement un de mes albums les plus aboutis, hein, tu vois, vraiment. Et pour le coup il a été maudit, quoi, à cause du Covid, ouais. T'as fait 1 ou 2 morceaux pendant le confinement par rapport à ça? T'as pu travailler? Non, j'ai écrit Traqueur de nazis. Voilà, c'est le seul truc que j'ai fait pendant le confinement. C'est le nouveau spectacle humoristique. En fait, je venais d'accoucher de l'album, plus D'accord. un autre album pour les gens qui ont crowdfundé l'album, tu sais, qui ont participé. Donc j'ai pondu 2 albums, 30 chansons. J'avais pas envie de. Ouais. C'est comme si on dit, tu viens d'accoucher. Voilà mon bébé. Non, vas-y, faisons un autre. Ben non, je veux bien profiter de celui-là et vous le présenter, l'éduquer, et le voir grandir. Et ben c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Et les producteurs ont dit tant pis, t'en feras un autre. Non. Cet album, il est important pour moi et les chansons, je veux le caver. Donc tu vas quand même le tourner, c'est-à-dire que on est en pleine tournée. Ouais, tu continues. Actuellement là, tu le joues, d'accord. Complètement. Et d'accord, très bien. On est en tournée partout en France et ça se passe super. Super. Ouais, non, bravo. Super. Et heureusement, mais ça a été un combat de réussir à maintenir la tournée et de dire non. Moi, c'est ça que je veux. À le faire quand même, quoi. Ouais. Mais ça a été contre vents et marées. D'accord. Et bravo. qu'est-ce qui représente du coup cet album pour toi? Ben oui, certainement un aboutissement, c'est de dire que au fait déjà le fait de le voir ressortir et jouer sur scène, c'est de dire aujourd'hui je peux aussi quelque part taper du poing sur la table et de dire non, je n'accepte pas. De toute façon, je suis pas un gros vendeur de disques, je suis pas Julien Doré, je suis pas machin, je suis quelqu'un qui suis sur le terrain depuis 30 ans à faire des chansons. J'ai la chance que les salles soient pleines, mais de pas passer à la radio. Pour la première fois cette année, il y a une de mes chansons qui est passée à la radio en playlist. Pour la première fois. Sur quelle radio? Sur Rire et Chanson. Ils ont pris une chanson qui était pas marrante d'ailleurs, qui s'appelle Demi-Dieu. C'est la première fois, même la tristitude, même le café, jamais j'ai eu de chanson qui passait à la radio. C'est la première fois que là, il y a une chanson, tu pouvais tomber dessus à la radio par hasard. Voilà. RTL, ils ont jamais. Non, Europe 1 l'avait, mais alors, les playlists Europe 1, c'était une fois par semaine. Ouais. D'accord. De toute façon, maintenant, avec les Spotify et compagnie, les radios, bon. Ouais, c'est évident. C'est évident. Mais c'est sûr que, il y a quand même des gens qui passent à la radio et mine de rien. Ah oui, ça les aide. Si tu veux, pour un passage radio, je pense sur Énergie, il faut que tu cumules 300 millions de streams ou un truc comme ça. Pour gagner la même somme. D'accord. Ouais. Alors, le monde a changé, quoi. Ouais. J'aurais bien aimé connaître cette période où tu pouvais, tu vois, donc voilà. Donc moi, je vis et grâce à Internet et les gens connaissent mes chansons et les chansons vivent. Mais je sais, voilà, c'est une. Et puis t'as un public qui te suit dans toute la France, même ailleurs, je pense. Tu dois être comme dans plein d'endroits, il y en a qui t'écoutent, t'as vu, dans plein de pays, ils connaissent tes chansons. Oui, j'ai de la chance là-dessus. Voilà, t'as une carrière un peu, hors des sentiers battus. Voilà, transnationale, un peu transcourant, tu vois, t'es sur plusieurs niveaux, c'est bien. Et quels sont les projets Alors là, un projet à court terme serait me reposer. Dont on peut parler. Ça, on peut en parler, me reposer. Moi, j'aimerais bien avoir une nuit de 7h, 7h30, quoi, tu vois, un truc, regarder un film chez moi, m'occuper de mes enfants, me rappeler leur prénom déjà. Et en ce moment, c'est un peu compliqué. En termes physiques, là, tu sais que t'as toujours des étapes où tu dois tenir. Dans la vie, quelle que soit ta profession, t'as l'impression que il y a des étapes importantes que tu peux pas rater. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. T'es dans le dur. Ah ouais, là, je suis dans le dur. En même temps, tu crées, t'avances sur tes projets. Donc, oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que du fait du Covid, on rattrape tout en même temps, et c'était pas prévu comme ça. On était organisé. Il devait y avoir d'abord la fin de Montana, lancer un spectacle, ensuite faire l'aventure avec la tournée de l'aventure, ensuite la tournée le Monde est beau, les 10 ans de la tristitude, et ensuite le spectacle Traqueur des nazis. Quand je dis ensuite, c'est bien organisé avec du temps, vraiment t'avoir 6 mois vraiment consacré à un truc. Là,
Tout est encastré. Ouais. Là, D'accord. j'ai 24 mois en 3 mois. Et alors, juste avant de terminer, il y a Marion qui t'a Ouais. préparé un petit questionnaire aux petits oignons. Voilà. Marion, c'est à toi. Alors, c'est une association d'idées. Du coup, je te dis un mot et tu Hmm. me dis ce qui te passe par la tête en premier. D'accord. Alors, duo, Alain Berthier, ouais. solo, Yann, guitare, piano. café, Calva. Je mélancolie. suis normand, donc là, mélancolie. Alors, mélancolie, je dirais nostalgie. Courseulles-sur-Mer, Je dirais Luxe-sur-Mer. voyage, Je dirais voyage et je dirais un troisième mot qui est désirless. dormir, Rêve. prolifique, Prolifique. J'ai envie de dire oui, vraiment oui. tristitude Virage. et joyeuxitude. Joyeuxitude. Je dirais néologisme. J'en ai un pour moi, Alain Souchon. Référence. Et ouais, non, vraiment, ici, c'est le dernier, en plus, je peux développer un peu, mais c'est vrai que Ouais. il fait partie des 4 intouchables en musique, des 4 références absolues, auxquelles je mets les Beatles, tu vois, on va dire, avec Ouais. ce qu'ils ont pu faire aussi à côté, McCartney, Lennon et tout. Et il y avait Les Innocents, que j'adore. Mhm. Il y a le VRP d'Anthropo, dont j'ai parlé tout à l'heure. D'accord. Et il y avait et Alain Souchon, qui pour Ouais. moi est le meilleur faiseur de chansons. Et j'ai eu la chance de rencontrer 3 et de partager des choses avec 3 de ses références, tu D'accord. vois. Et il manque Donc les Beatles. il manque les Beatles et McCartney. Il en Je crois reste que c'est que dur. Il deux, faut hein. vraiment que je speed. Ouais. Mais sinon, il en reste que 2 et ils sont durs à avoir. Ouais. Ah, peut-être Ringo doit être un peu plus dispo. C'est compliqué. Puis en plus, il faudrait que je lui parle en anglais. Je suis pas fort. Mais en tout Ouais. cas, j'ai eu la chance de partager du temps, voire de faire de la musique avec Ouais. ces gens-là, d'être sur scène avec Souchon, d'être, tu vois, et ça, quelle chance. Tu vois, t'as tes idoles et il y en a 3 sur les 4 vraiment que j'ai pu vraiment rencontrer. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Cool. Et t'as pas cité Patrick Sébastien. Non, mais c'est quelqu'un pour lequel Attention, c'est un autre délire. hein. j'ai du respect. J'ai Ouais. vraiment du respect pour Patrick Sébastien parce que je vais te dire, et ça c'est tellement précieux, quand il a découvert ce que je faisais, c'est lui qui m'a appelé. Il n'y a pas eu à passer par lui, il voulait vérifier tous les gens qui passaient chez lui. Donc après, sa manière de faire les choses, c'est la sienne, ses émissions. Mais en tout cas, c'était des trucs populaires, tu vois, mais surtout qu'il Il a ouvrait à des tout le gens, monde oui. et qu'il allait chercher lui. Du Bontel, c'est lui qui l'a fait. Ouais. Il a fait Ouais, ça. il repère. hein. Mais quand Lou, il reste au club. il a vraiment, tu vois, pour le coup, pas d'un clock, tu vois ce que tu veux. Mm. Mais en tout cas, il a, ce qui est sûr, c'est c'est lui qui va chercher. C'est pas des programmateurs, machin. Une fois qu'il a dit oui, ok, tu te mets en Ouais. rapport avec les machins pour organiser. Mais il essaie d'être au mieux. Alors parfois, quand j'étais jeune, il voulait réécrire la chanson, on dirait, attends Patrick, là déjà, c'est compliqué, mais en tout cas, il a une vraie simplicité. Il essaie de faire des choses. Il a essayé de faire des choses. Donc vraiment, Et de la chanson populaire, quoi. C'est-à-dire qu'il est. Oui, alors ouais, après il la a- chanson, moi, je vais te dire, ce qu'il l'a fait lui a fait du mal à ce que je fais moi sans vouloir, parce qu'il fait lui la chanson pour faire la fête, pour être dans les chanter tous ensemble en famille ou dans les stades, c'est cool. Et en fait, beaucoup pensent quand je dis que je fais la chanson humoristique que je fais tourner des serviettes, que je fais en fait tourner ça. Et en fait, pour moi, non, j'essaie de faire des chansons plutôt entre guillemets à la Souchon, mais où je mets des choses qui peuvent faire rire, sourire, réfléchir à l'intérieur, mais c'est pas du tout Oui, oui. pour beaucoup la chanson humoristique, c'est ça. Et donc ça me vaut d'être un petit peu vu presque comme un paria par la chanson française. J'ai pas du tout ma place en chanson par les française. milieux, tu veux dire. Ouais. D'accord. Mais c'est pas de la Qui est faute de très- Patrick ouais. Sébastien. Pas du C'est tout. pas le public. C'est le- Non, lui, non, c'est ma chance. Je suis venu Ouais. chanter chez lui. Non, et je l'adore et c'est quelqu'un que je croise avec grand plaisir chaque fois que je le vois et je lui dis merci de m'avoir invité. Non, je parle vraiment des gens, des penseurs de la chanson française qui viennent Oui, qui met les gens dans des cases. et qui sont venus pour certains s'excuser quand ils ont vu Ouais. ce que je faisais sur scène en disant mais pardon, il disait je parlais de tes chansons sans les avoir entendues en disant bah oui lui ça va y aller, ça va être un peu beauf et tout, etc. Et le mec, genre des programmateurs des Franco, qui vient me dire je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon parce que je croyais savoir et sans avoir vu, tu vois, j'avais pas donné la chance d'écouter ni tes disques ni tes chansons et je les jugeais quoi. Donc D'accord. c'est compliqué, tu vois. Donc
Donc voilà. Et Patrick Sébastien, on pense que je fais du Patrick Sébastien quand on ne sait pas ce que je fais. Et pourtant, il y a du respect mutuel pour les deux. Oui. Bien Tout sûr, à fait. grand Et je dis, moi, respect. il y a pas de, j'ai pas de sûr. frontière. Je mets pas de frontière entre les choses et entre les gens. Pour moi, tous les arts, il y a un lien ténu entre la peinture de Kandinsky, le théâtre de Molière, la musique de Maître Gims. Tu vois ce que je veux dire? Il faut jamais dire. Bah, tu vois, il y a des petites frontières ténues et certains. Tu vois, Sting, j'ai adoré. C'est le même gars qui a fait les albums avec Police, qui fait un duo justement avec Maître Gims et Shaggy. Tu te dis bon, il faut comprendre quelle est la. Tu vois, il y a le petit curseur. Tu le mets où? Est-ce que donc il fait de la variété Sting ou il fait du rock? Enfin, bah non, bah ça dépend. Et puis ça dépend des moments de sa vie, de l'évolution, les rencontres, quoi. des Bien rencontres, sûr. l'envie, Ouais. et donc faut pas catégoriser. Ouais. Nous, Surtout mais comme Sting, parce qu'avec Dire Straits, il fait un truc, tu vois, c'est quelque chose. oui, exactement. Ouais. Et donc arrêtez de les mettre les gens dans les cases, écoutez, regardez, et puis t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit de faire un truc merveilleux après, mais on est évidemment jugé avant même d'avoir sorti un truc, et les gens ont décidé qu'ils allaient faire de toi de la charpie ou un génie avant même d'avoir écouté. En tout cas, Bah, écoute, on souhaite aux gens qui ne connaissent pas d'écouter toute ton œuvre. Yep. Et merci en tout cas d'avoir Merci. été avec nous aujourd'hui, Oldelaf. Merci. Alors, on va rappeler tes actualités. Donc, il y a ta tournée de concerts dans toute la France avec l'Aventour. L'album L'Aventure, disponible en CD en vinyle dans tous les points de vente. C'est un truc, il y a un jeu de mots entre le nom de la tournée et le disque, c'est très bien fichu. Oui, C'est bien la sûr. Oldelaf, il y a On l'a vu, c'est on l'a vraiment. Ouais, c'est Ah, mais c'est travaillé. trop bien. Ah, ça turbine. Hein. Ah, C'est le je suis un service malade. marketing qui C'est l'a- ça. Malade, ah ouais. qui l'a fait. Sans compter le 10e anniversaire de la Tristitude, extrait de l'album Le Monde est beau avec un concert événement donc le 14 juin au Trianon à Paris. Il y aura une tournée à l'automne avec cette chanson. Tournée à l'automne, bah, donc tout ça. De ces chansons-là, ouais. c'est ça. D'accord. Dans la France et dans les pays. francophones. Juste France. On Juste fera France pas. pour l'instant. Peut-être en Belgique, mais ce sera pas une Ouais, grosse c'est tournée les mondiale. cousins, ça, peut-être. Le Oui, Benelux. ouais. Et aussi la préparation d'un nouveau spectacle humoristique qui a commencé, que je vous invite Oui. à voir, qui s'appelle Traqueur de nazis, que Complètement. tu as fait en collaboration. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, bah oui. Avec Bravo. Arnaud Joyer. Avec Arnaud Joyer, tout à fait, et qui est la personne qui nous mettait en scène, qui a mis en scène l'aventure, qui a mis en scène Montana. Donc on travaillait ensemble depuis longtemps, c'est un ami proche. Donc, c'est une synergie. Et donc là, c'est la première fois en revanche qu'on monte ce spectacle ensemble. Cool. En tout Bravo. cas, merci en tout cas d'avoir Merci, été les avec nous amis. aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. Au revoir. Merci. Le Pitch Club.